trésor pour notre santé. Les Européens les ont longtemps ignorés, mais on les consomme de plus en plus ces dernières années. Les algues, ces légumes de la mer, sont malgré tout encore assez méconnus des consommateurs. Figurez-vous par exemple que l'on en produit près de 70 000 tonnes chaque année en France, principalement en Bretagne. Quelles sont leurs vertus? Comment les consommer? Comment les cuisiner? On va tout vous dire dans le dossier du jour. Vous pouvez évidemment réagir sur France5.fr, sur les réseaux sociaux aussi, Facebook ou Twitter. Et pour en parler, nous avons invité Régine Keva. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice en cuisine aux algues, auteure, conférencière, passionnée d'algues. Vous venez d'ailleurs de faire paraître un livre sur les algues gourmandes. C'est aux éditions Flammarion. Et à vos côtés, Roger Manuel, bonjour. Vous êtes le directeur général de la société Penarbed qui récolte, vend et transforme des algues pour les professionnels et les particuliers. J'imagine du côté de la Bretagne, non? Exactement. Non à l'air breton. Ça veut dire Finistère, non? Alors le Finistère, nous sommes situés à une portée de javelot de cette grande ville de Brest. Très bien. On va découvrir les bienfaits des algues dans l'alimentation, apprendre à les reconnaître, à les cuisiner, à les consommer. Mais ce qui est formidable avec les algues, eh bien, c'est que l'on peut en avoir une utilisation dans énormément de domaines, en cosmétique, mais pas seulement. L'algue, un produit étonnant, c'est un reportage signé Lola Palmier. En bord de mer, on ne les aime pas toujours. Pour certains, elles gâchent le paysage, empêchent de poser sa serviette et sentent parfois assez fort. Pourtant ici, à Plouguerneau sur la pointe bretonne, les algues sont très convoitées. Des herbes précieuses récoltées à la main depuis des générations par des femmes et des hommes, comme Catherine et Johnny. Nous sommes des goémoniers, donc égal récoltants d'algues. Dans le sud Finistère, on dit qu'on est des pigouilles. Pigouille, goémonier, ces jolis noms bretons viennent du goémon, ce mélange d'algues qui reste sur la plage à marée basse. Des algues aux vertus stupéfiantes dont la demande explose. Mais pour les récolter, l'outil n'a jamais changé, c'est la faucille. La technique, elle, est affûtée. On coupe jamais l'algue à ras, surtout pas. On coupe à 20-30 cm et nous, on laisse toujours une longueur. On ne fout jamais, comme on dit dans le jargon, le caillou à poil. Pourquoi? Parce que ça permet à ce que l'algue repousse beaucoup mieux. Pour les protéger, la récolte des algues est aujourd'hui très encadrée. Pas question de vider les plages de cet or vert, même si les demandes se multiplient, pour des utilisations parfois insoupçonnées. Dans cette entreprise de Plouguerneau, les algues récoltées par Johnny deviennent des produits cosmétiques. Les algues, comme les plantes, ont différentes propriétés pour la peau et qu'on va utiliser en cosmétique. Donc ça va être des propriétés hydratantes, antioxydantes, amincissantes. Un cocktail de vertus que les algues ont développé en mer, en résistant aux courants, aux vagues, aux changements de température. Et sur la plage, en survivant malgré le soleil ou le vent. Un système de défense que notre peau peut récupérer. Il y a une affinité reconnue entre notre peau et la composition des algues. Et donc, leurs mécanismes de défense vont pouvoir être utilisés pour les donner, les restituer à notre peau et pour l'aider à mieux se défendre contre les agressions extérieures. Pour récupérer ces merveilleuses vertus, les algues sont lavées, puis séchées dans ce gros four. En laboratoire, elles sont ensuite mises à macérer. On récupère cet extrait qui est mélangé aux autres composants des produits cosmétiques. Des ingrédients bien sélectionnés. On va avoir la majorité de nos ingrédients qui sont vraiment naturels pour éviter en fait d'avoir trop d'additifs non nécessaires. Donc on privilégie des formules courtes, efficaces et avec toujours des touchés qui sont très sensoriels. Ce laboratoire est même capable de produire des cosmétiques 100% naturels, comme ce gommage constitué uniquement d'algues séchées, ou ce gel granité coloré. Il est élaboré grâce à un autre atout des algues, bien connu de l'industrie agroalimentaire, sa propriété gélifiante. À ce gel d'algues, on ajoute un autre produit naturel, l'eau de mer. Et voilà le résultat. Crème hydratante, gel repulpant, gommage biodégradable et même ces petites perles antirides. La gamme des produits cosmétiques à base d'algues est très riche. Seul bémol, ce sont des produits plutôt haut de gamme, vendus entre 20 et 50 €, principalement en institut de beauté. Mais les algues ont une application encore plus étonnante qui pourrait bien révolutionner l'univers du plastique. À Saint-Malo, cette petite entreprise a fait une sacrée découverte. À l'origine de la société, il y a une découverte qui est en fait une molécule dans l'algue, présente dans l'algue, qui est très proche des molécules qui sont dans le pétrole, qui permettent de faire des plastiques issus du pétrole.
En clair, cette société a trouvé le moyen de fabriquer du plastique à partir d'algues. Une petite révolution lorsque l'on sait que chaque année, plus de 320 millions de tonnes de plastique sont fabriquées essentiellement à partir de pétrole. Le projet vient d'une volonté de remplacer les plastiques issus du pétrole par une matière vertueuse, à savoir l'algue, qui est une ressource quasiment illimitée, qui est bénéfique pour la planète et notamment pour les océans, puisqu'elle va consommer du dioxyde de carbone, du CO2, quand elle va pousser et rejeter de l'oxygène dans la mer. Un plastique écolo 100% naturel et biodégradable, fabriqué pour l'instant à petite échelle dans ce hangar. Voilà, ça c'est notre matière première, c'est-à-dire ce sont des algues brunes exclusivement, parce qu'elles renferment ce qui nous intéresse. Les algues passent dans plusieurs machines, on leur ajoute d'autres éléments naturels, puis elles sont broyées, séchée et finalement réduite en poudre. Cette poudre peut être utilisée telle qu'elle. Mise en moule, chauffée à haute température, elle va permettre de fabriquer ces coques de clés USB ou des pots de fleurs. Ces objets 100% algues sont biodégradables et biocompostables. Ils vont se dissoudre au contact de l'eau. Pour fabriquer des objets plus résistants comme ces gobelets ou jouets de plage, la poudre d'algues doit encore être mélangée à du plastique à base de pétrole. Dans un gobelet comme celui-ci, on a réduit de 40% la part de plastique en y mettant des algues. Un premier pas vers la fin du plastique 100% pétrole, même si pour l'instant les algues ont une limite, leur prix. Un plastique à base d'algues coûte 2 fois plus cher qu'un plastique conventionnel. Alors Régine, on vient de le voir, les algues elles peuvent être à la fois utilisées pour faire des cosmétiques, mais également pour faire du plastique, là, comme ce petit verre par exemple. J'imagine qu'on utilise des algues différentes à chaque fois. Alors on peut utiliser des algues différentes à chaque fois, mais ça peut aussi être les mêmes. Par exemple, pour les plastiques à base d'algues, on va utiliser les laminaires, parce qu'elles ont une structure moléculaire qui va permettre de faire des grandes chaînes de sucre, des polymères, des choses comme ça, des molécules comme ça, voilà, qui vont permettre de faire du plastique, mais on va aussi se servir des laminaires pour les cosmétiques. Elles sont très hydratantes, elles vont avoir un effet minceur, conjugué par exemple à un gommage, mais pas seulement. Oui, donc on voit bien que chaque algue a finalement aussi des particularités. Voilà, si on doit résumer les grandes familles d'algues, pour nous qui ne connaissons pas grand-chose. Les grandes familles d'algues, on a l'habitude de dire qu'il y en a 3. Il y a les algues brunes, les algues vertes et les algues rouges. Et chacune de ces algues va avoir des particularités, à la fois au niveau saveur, au niveau cuisine, vitamines, protéines, etc. Et aussi dans les utilisations, que ce soit au jardin ou que ce soit en cosmétique. Mais la laminaire, par exemple, c'est une algue brune, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est une algue brune. Ici, on a 2 laminaires différentes. On a ici comme du wakame. haricot de mer aussi. Alors, c'est pas une laminaire. Mais c'est une algue brune, c'est ça. Voilà, donc c'est la ça, famille des algues brunes, hein, Alors, il y a donc les haricots de mer et les laminaires, c'est ce qu'on a vu affiché à l'écran. Ensuite, il y a les algues vertes. Alors les algues vertes, catégorie. voilà, on va avoir de la laitue de mer, et puis l'entéromorphe qu'on appelle aussi aonori. D'accord. Et ensuite, les algues rouges. Les algues rouges, on va avoir de la nori, ici. Qui est pourtant verte. Non, celle-là, elle est violette. Ah ouais. Ah oui, la vôtre. Ouais, elle est vraiment violette, elle s'appelle porphyre en latin, donc c'est bien sa couleur. Et c'est celle qu'on utilise pour les sushis, non? C'est ça, mais on en a en Bretagne, en fait. Il suffit de la couper, de la récolter, et puis on va s'en servir pour envelopper des Saint-Jacques, par exemple. Et on a ici de la dulce, qui est l'autre grande algue rouge connue. Et donc toutes ces algues-là, on les trouve en Bretagne? Absolument, il y a entre 700 et 800 variétés d'algues en Bretagne Nord. Incroyable. Et on parlait de la du goémon dans le reportage, ça c'est un mélange de... Le goémon, c'est le nom générique. On a beaucoup utilisé la Scophyllum nodosum pour décrire le goémon. C'est vraiment une algue noueuse, mais c'est vraiment le nom des algues brunes en général. Oui, Gérard. Simplement, tout ce qu'on peut faire avec les algues, donc il y a une espèce de culture pour les utiliser, il n'y a pas un risque de diminution du nombre d'algues et de manque ensuite? Alors, ça risque peu qu'il y ait des manques, puisque cueillir des algues à la main, c'est comme si vous preniez une poignée d'herbe avec une paire de ciseaux dans une pâture de 5 hectares. D'accord. Vous voyez? Et l'avenir, c'est surtout... Risque. Non. Il faudrait vraiment y aller au bulldozer tous les jours. Mais l'avenir, c'est effectivement la culture en pleine mer, l'algoculture sur filin
on va ensemencer les filins, les cordages, les boutes, et on va avoir des grandes algues brunes, en pleine mer. Gérard n'ose pas poser la question, je vais la poser à sa place. Est-ce qu'on peut manger les algues du plateau de fruits de mer? Voilà ce qu'il se demande. Alors, idéalement, Il voudrait finir son assiette. Idéalement, on pourrait les manger, mais il faudrait s'assurer qu'elles ont été cueillies dans un lieu propre et sain. Et pas, voilà. Et si, elles peuvent avoir été cueillies sur un. On n'est pas sûr. Quoi. Mais on n'en est pas sûr. Et puis elles ont peut-être été récoltées, ramassées. Et les algues d'échouage, jamais on les consomme. Et on ne s'en sert pas non plus pour les cosmétiques. On y reviendra sur cette question-là. Roger Manuel, d'abord, vous récoltez des algues pour différentes entreprises. Ce sont celles-ci que vous vendez principalement? Et à quoi servent-elles? Alors, je vous ai amené quelques échantillons d'algues. Vous avez tout d'abord le Pioca, puisque nous en vendons énormément. Le Pioca a plusieurs noms. Ça peut s'appeler le Pioca, le Goémon rouge, le lichen, ou le Chondrus crispus. Ça va servir à quoi, ça, par exemple? Alors, ça va servir à faire des additifs alimentaires. C'est un gélifiant épaississant, si vous voulez, qui est classé E407. Enfin, je pense que Régine ne me contredira pas. C'est qui permet de faire, si vous voulez, du flan. Vous voyez, par exemple, la consistance du flan. La consistance du flan. Eh bien, ça permet, avec les algues, ce qu'on retire des algues, permet de gélatine, là, c'est ça? Voilà, c'est ça. Végétal. C'est pour ça on dit... voilà. C'est l'agar-agar. Alors, l'agar-agar, c'est E406 et c'est une autre algue rouge qui est une... Mais c'est une algue aussi, l'agar-agar. Absolument. C'est une algue rouge qu'on peut aussi trouver sur les côtes bretonnes ou françaises. Là, celle-ci qui est toute blanche, là, c'est marrant, ça? Alors, c'est différent, si vous voulez. Celle-ci, elle est destinée à la cosmétique. Alors, il faut savoir que le chondrus n'a pas cette couleur. On l'appelle le goémon vert. Quand il sort de l'eau, il est vert. Je ne veux pas vous donner. Quand il est travaillé, qu'il va changer de couleur. Voilà, parce qu'il sort de l'eau. C'est une algue fraîche, qu'on appelle une algue fraîche. Après, il est séché par nos fournisseurs qui s'appellent les goémoniers. C'est leur matière première. Ils font d'abord sécher et ça devient rouge de cette couleur-là, un peu violette. Après, si vous voulez, ça correspond à une demande. Quand vous avez du blanc, là, c'est pour la cosmétique. On nous demande. Et le processus, si vous voulez, de séchage, il est pratiquement le même, sauf que, si vous voulez, il est arrosé. Enfin, il est arrosé à nouveau quand il est tendu sur l'herbe. Il est arrosé à nouveau. On laisse sécher en fonction du temps. Comme tout le monde sait, il fait toujours beau en Bretagne. C'est pas une légende. Non, c'est vraiment bien. Il fait toujours beau. Vous voulez dire que le blanc, c'est un processus suivant de traitement de ces algues-là. Voilà, c'est ça. Pour la cosmétique. Voilà. Et ensuite, les deux derniers. Les deux derniers, ici, vous avez le laminaire. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On en récolte plus de 50 000 tonnes à l'année. 80% de ce qu'on récolte en laminaire sert à l'agroalimentaire. Et le reste, ça peut servir également à la cuisine, aux médicaments, à la cosmétique. Mais c'est récolté comment, ces algues-là? Est-ce qu'on ramasse ce que l'on trouve? Ou est-ce que justement, ils commencent... chercher dans la mer? Alors, vous allez les cultiver? Je vais vous expliquer précisément. Alors là, ici, c'est récolté, celui-ci, le chondrus, c'est récolté à la faucille, où on doit laisser, c'est récolté par les goémoniers. C'est ça, ce qu'on voyait dans le reportage. Voilà, c'est ça, 80 cm. Il faut laisser 80 cm, n'est-ce pas, sur le rocher. Et celui-ci, il est pêché en mer. Le laminaire est pêché en mer par des goémoniers, si vous voulez, des goémoniers embarqués sur des bateaux. D'accord. Mais vous voulez que je vous explique à peu près le d'abord, est-ce qu'on pourrait envisager de récolter nous-mêmes les algues qu'on peut trouver au bord de la mer, comme ça? Oui, tout à fait. On peut le faire facilement. Enfin, en général, on fait une sortie avec quelqu'un de spécialisé pour apprendre. C'est ça. Il y a moins de risques que les champignons puisque tout est comestible. Voilà. Tout est comestible. Il n'y a pas de risque. Il n'a jamais été démontré de toxicité de l'algue sur l'homme. Le seul risque, c'est que ce soit très mauvais. Quoi. Le risque, c'est qu'on recrache en disant c'est pas bon. Moi, il y a une algue que j'ai renommée la recracharia. Parce que quand on la goûte... Elle est très efficace. Mais il y a quand même quelques consignes à respecter, même quand on est novice. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas la terre à nu, enfin le sable à nu. Oui, d'abord, il y a des longueurs à respecter selon les algues. Il y a des périodes de l'année. Et ça, c'est des arrêtés. Absolument. Il y a des arrêtés préfectoraux qui déterminent ça. Donc, encore une fois, un animateur ou une animatrice littorale vous apprendra ça. Mais ensuite, si l'algue, par exemple, on grappille. On ne prend pas tout au même endroit. Mais comme les plantes. Et si l'algue, elle sent très fort, qu'elle a pris le soleil, est-ce que quand même, elle est comestible? Alors, elle est comestible à partir du moment où elle est accrochée, ou quand elle est dérivante, les algues fixent les métaux lourds. Donc, on ne va pas y toucher. Donc, elle doit être accrochée à un rocher ou à une algue elle-même accrochée. Et ensuite, elle doit être sur une plage où on a vérifié la qualité de l'eau pour éviter les bactéries.
Voilà. Et les algues toxiques, les algues vertes, par exemple. Alors, les algues vertes, il y en a ici, elles ne sont pas toxiques. Ce qui est toxique, c'est le gaz qu'elles dégagent en séchant en tas au soleil, quand elles pourrissent. Prenez du chou, laissez-le pourrir au soleil, il va vous donner de l'hydrogène sulfuré. L'algue verte, c'est pareil. Quand on l'accueille dans de bonnes conditions, elle est exceptionnelle au niveau nutrition et au niveau santé. Parce que vous les utilisez en cuisine. Qu'est-ce que vous en faites de toutes ces algues? Absolument, on les utilise en cuisine. D'abord, moi, il y en a que j'achète et il y en a que je cueille, que je récolte moi-même. Je vais en faire des tartares, je vais en faire des papillotes, je vais en faire des salades mélangées avec des crudités, je vais en mélanger avec du poisson. Vous avez apporté des fournisseurs, là, qu'est-ce que c'est, ça? Alors ça, par exemple, c'est du chocolat aux algues. Ah ouais, avec quelles algues? Du chocolat aux algues. Alors j'ai pris de la nori, cette algue-là, la porphyre, que j'ai prise séchée, que j'ai achetée séchée, je l'ai fait torréfier à la poêle. Ensuite, j'ai fait torréfier des graines. J'ai pris du chocolat que j'ai fait fondre au bain-marie avec un cacao qui va durcir après, avec un beurre qui va durcir après. Ah ouais, c'est bon. J'ai tout mélangé, voilà. Et ensuite, j'ai mis en petits tas. Et vous allez voir, sur la fin, vous allez sentir ce goût particulier de la nori. Un peu iodé, un peu salé. Qui est un petit goût fumé. Ah ouais, c'est intéressant. Alors là, vous bénéficiez des protéines, par exemple, parce que dans cette algue-là, il y a à peu près 45% de protéines. Après, des vitamines B, des vitamines A. C'est couvert un peu par le goût du chocolat. Est-ce qu'on pourrait faire goûter à Gérard un bout d'algue comme ça? Mais avec plaisir. Qui mesure. Parce que l'algue, ça me tente, je trouve que c'est comme une herbe, comme une plante, une salade qui aurait poussé dans la mer au lieu de pousser sur terre. Merci. Et c'est un bon petit goût en général. C'est le légume de mer. Enfin, vraiment, voilà, c'est un légume de mer, mais c'est un légume protéiné. Donc, en ce sens, il est intéressant parce qu'il va apporter beaucoup de protéines, des fibres, par exemple. Et pas que ça, Antonella. C'est super riche. C'est vrai, effectivement, que en fait, la force, vraiment, la vertu des algues, c'est leur force nutritionnelle. Donc, c'est vrai que c'est peu calorique. C'est entre 25 à 45 calories pour 100 grammes. C'est rien. Voilà, c'est vraiment pas grand-chose. C'est pas grave, mais effectivement, c'est riche en protéines, c'est riche en en minéraux, c'est riche surtout en iode. On le sent au goût. Et c'est riche aussi en calcium. L'avantage, c'est aussi que c'est riche en oméga 3, donc qui est bénéfique sur la santé cardiovasculaire. C'est riche aussi en antioxydants, qui est très bien pour prévenir du vieillissement des cellules et aussi prévenir du cancer. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il apporte des fibres. Les algues, elles apportent des fibres et là, c'est vrai que c'est bon pour baisser le taux de cholestérol et aussi diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. Et ce qui est très très bien dans les algues, et c'est pour ça que, bon, là, elles sont effectivement fraîches, mais on peut en trouver dans les magasins bio, en copeaux, des mélanges. Et ça, c'est très bien. Saupoudré comme ça. Voilà, exactement, parce que comme c'est riche en fer, c'est très bien pour les végétariens qui ont tendance à manquer de fer, puisque le fer, on sait qu'on le retrouve surtout dans la viande, dans les protéines animales, et il manque souvent de fer, ou en tout cas, voilà, proche, pas de l'anémie, mais disons que c'est pas évident pour retrouver une source de fer. Et ce qui est aussi très bien, et j'en aurais terminé. Encore la promotion, je ne sais pas si on a le droit de 30 secondes. Non, mais c'est vraiment pour dire qu'effectivement, les algues, c'est vraiment très très bon au niveau nutritionnel. Et c'est aussi, on fait le plein en vitamines A, B, C et E. Bon, et on va vous donner une idée pour les D aussi, il y avait toutes les lettres. Et D. Et D. F, c'est tout. Vitamine F, il n'y en a pas. Rien. Il y a un peu de vitamines dans toutes les algues, mais plus ou moins selon les différentes algues. Et si vous manquez d'inspiration pour les utiliser en cuisine, vous allez nous montrer une petite recette simple à réaliser qui est un tartare. Un duo de tartare. Duo de tartare, crevettes et algues. Donc de quoi a-t-on besoin pour cette recette? Petite crevette. Alors on va avoir pour le tartare de crevettes, on va avoir besoin de crevettes, de coriandre, un petit peu de citron, tout simplement, et puis un petit peu de sel d'Espelette par exemple. Très bien. Sel avec du piment d'Espelette. Ça va relever, ça va donner un petit goût et personnellement j'ai ajouté un peu de gingembre. Ah, pas mal. Et donc là vous avez utilisé ces algues-ci. Les fameuses algues en flocons, elles sont là, ici. On peut les acheter dans tous les magasins où il y a des produits biologiques ou des produits naturels. Et on va les réhydrater avec un mélange citron, vinaigre, huile, un peu de mélange de 3 baies. Et puis un petit peu de sel quand même, parce que les algues finalement, c'est pas si salé que ça. Ah bon? Non. C'est 4% de sel. Ah oui. Donc souvent, on ressale. D'accord, très bien. Donc on va préparer un tartare, c'est la base qu'on va pouvoir utiliser dans plein de choses. Et ce tartare, on va pouvoir le mettre... Donc on fait une couche. Donc on va faire une couche de tartare, ici, qu'on va pouvoir déposer tranquillement. Ah oui. Voilà. Ici. Bonne couche. Une bonne couche parce que c'est bon, donc on ne va pas se priver non plus. Vous avez bien raison. Voilà.
on tasse. Et ensuite, la deuxième couche. La deuxième couche avec les crevettes. C'est le tartare de crevettes. Bon, on peaufine un petit peu cette assiette-là, puis on va déguster pendant le sujet. D'abord, est-ce que vous avez déjà bu la tasse en mer? Forcément, ça nous arrive à tous. Eh bien, vous avez avalé du coup des milliers de micro-algues, des algues microscopiques invisibles à l'œil nu qui renferment des propriétés, alors là, miraculeuses. L'une d'entre elles pourrait même, vous allez le voir, révolutionner l'agriculture. C'est Lola Palmier qui nous montre comment. Dans ce laboratoire, on prend le plus grand soin de ces grands bacs d'eau marron. Les chercheurs surveillent la température, mesurent la luminosité car à l'intérieur se trouve un petit trésor qui ne s'observe qu'au microscope, une algue. Oui, une algue microscopique comme on en trouve partout en mer, sauf que celle-ci a des propriétés miraculeuses qui pourraient un jour remplacer les pesticides chimiques. Donc la souche de microalgues que l'on a identifiée a la particularité de produire une molécule, et cette molécule, quand on la met en contact avec les principaux champignons des cultures, elle a la particularité de les détruire. Donc elle détruit les champignons, qui sont d'ailleurs la première cause de mortalité des cultures en France. Donc on a potentiellement un biopesticide puissant. Une découverte stupéfiante que teste en ce moment l'Institut national de la recherche agronomique de Bordeaux. L'expérience est simple, Marie-Cécile, la chercheuse, cueille des feuilles de vigne dans les serres du laboratoire. Sur la moitié des feuilles, elle pulvérise la microalgue. Sur l'autre moitié, elle ne met que de l'eau. Ensuite, elle dépose sur les deux groupes de feuilles une maladie. Je contamine les feuilles avec le mildiou, qui est une maladie très importante en viticulture, puisqu'elle détruit totalement la production en absence de traitement. Les feuilles sont ensuite mises de côté pendant une semaine, le temps que la maladie se développe. Après ces quelques jours, le résultat est spectaculaire. Sur la feuille témoin, traitée avec l'eau, on voit le mildiou qui s'est développé, avec les petites taches blanches là, correspondant aux gouttes que j'avais déposées. Alors qu'avec la feuille traitée avec l'algue, le mildiou n'a pas du tout poussé. Marie-Cécile travaille depuis 10 ans sur les maladies de la vigne et c'est la première fois qu'elle a de tels résultats avec une microalgue. On a 100% de destruction du mildiou avec le produit et c'est d'autant plus intéressant que l'actif est biodégradable. Donc on a également une disparition du produit au bout d'une semaine. Cette microalgue au nom top secret est présente sur nos côtes françaises, mais c'est loin d'être la seule. Les scientifiques estiment que plus de 200 000 espèces de microalgues peuplent les eaux de notre planète. Et ils n'en auraient étudié que 2%. Dans l'océan, on retrouve des centaines de millions d'espèces différentes de micro-organismes, dont les microalgues. Et ici, dans cette bouteille d'eau de mer que nous venons de prélever, il y aura aussi des centaines de milliers de microalgues, dont potentiellement la microalgue que nous avons identifiée. Mais alors, comment le savoir et la sélectionner ? Retour au laboratoire, Claire Vie, la chercheuse, commence par filtrer l'eau. Elle récupère les microalgues et les examine au microscope. Grossis 400 fois, voilà à quoi ressemblent ces micro-organismes marins. Claire Vie n'a plus qu'à isoler la bonne microalgue et à la cultiver pour qu'elle se multiplie. Et c'est plutôt rapide. En 2 mois, on passe d'une unique microalgue à ces gros bacs de 100 litres qui contiennent 1 million de microalgues par millilitre. Après évaporation de l'eau, on récolte cette poudre de microalgues. Une poudre pesticide 100% naturelle et biodégradable que les chercheurs ne testent pas que sur la vigne. Ils l'essayent aussi sur du blé ou des pommes. Et les premiers résultats sont eux aussi prometteurs. Tellement que les fondateurs ont été approchés par des géants des semences et pesticides. Je pense que notre activité a suscité l'intérêt de grands opérateurs de cette filière qui s'intéressent d'assez près à ce qu'on fait. Pour l'instant, notre objectif, c'est de rester indépendant pour pouvoir mettre ce produit vraiment à disposition des agriculteurs français et de la population française. Résultat, ces chercheurs ont lancé une levée de fonds participative. Objectif, financer des tests qui permettraient la mise sur le marché et la production à grande échelle de ce biopesticide. Voilà, c'est absolument incroyable ce qu'on a appris dans le sujet. Regardez, il est magnifique ce tartare, crevettes et algues que... Vous avez peur qu'il tombe ? Non, vous inquiétez pas. Je vais le faire passer à nos amis. Bah oui, on va tester, Régine.
notamment Fabien qui est très client des algues. Bien sûr. Je vais goûter un bout de crevette pour commencer. Vous en cultivez vous aussi des algues microscopiques comme ça? Alors, nous, on a l'intention d'en cultiver, si vous voulez, parce que, bon, actuellement, nous n'avons pas la structure. Nous allons changer de structure pour en cultiver. Et nous allons rajouter, alors, on va surtout partir sur la spiruline. Ouais. On va partir sur la spiruline. On va rajouter, si vous voulez, des éléments marins. Parce que la spiruline a beaucoup de bienfaits. Que Antonella a cité tout à l'heure, riche en oligo-éléments, en fer, en magnésium, en bêta-carotène. Et c'est intéressant pour tout le monde. C'est vrai que la microalgue, c'est un organisme végétal et animal, c'est vrai ça? C'est une légende? Alors il y a des microalgues, enfin les microalgues sont plutôt classées dans les végétaux, et après on parle globalement du plancton, où il va y avoir du zooplancton et du phytoplancton. Donc quand on parle de microalgues, on va plutôt parler de végétal. D'accord. Voilà. Et vous utilisez les microalgues, vous, dans l'alimentation? Alors moi, la spiruline, en effet. C'est vrai qu'il faut, comme tous les aliments, il faut toujours vérifier la provenance. Ouais. Il se vend aujourd'hui beaucoup d'algues, que ce soit microalgues ou macroalgues, celles que vous voyez là qui proviennent de Chine ou de Japon, même avec des conditionnements bretons. Donc, il faut vraiment que les consommateurs lisent les étiquettes, retournent les paquets, algues récoltées en Bretagne. Voilà. D'accord. Et pas ailleurs d'ailleurs, sur les autres. Si on parle des macroalgues, c'est-à-dire des algues qu'on peut voir à l'œil nu, c'est vraiment la Bretagne qui est le plus grand champ d'algues d'Europe. Maintenant, concernant les microalgues, on peut les cultiver partout en France, partout en Europe, mais il faut privilégier du local pour aussi vérifier la traçabilité de la microalgue, mais aussi la façon dont elle a été cultivée. Parce qu'aujourd'hui, avec le boom des algues et des microalgues, il y a effectivement des entreprises qui font de la production à tout va sans respecter les organismes vivants. Ce qui est formidable avec les algues aussi, c'est qu'on peut les utiliser chez nous pour les plantes. Absolument. Ça peut être une formidable source d'engrais, c'est vrai ça? Alors moi, par exemple, je vais chercher des algues qui sont dérivées. Donc là, je les prends, je les mets dans des sacs, je les mets dans des bacs de récupérateurs d'eau de pluie et je fais un purin d'algues. Et on s'est rendu compte que... Donc les algues dérivées, c'est celles qui ne sont plus attachées. Voilà, c'est ça. Cette fois-ci, donc celles-là, on ne les mange pas, mais on peut les prendre pour le jardin, pourvu qu'on ne revende pas les algues. Et si on pulvérise ou si on arrose des plants avec notamment les algues brunes, c'est laminaire, eh bien, il y a une substance à l'intérieur qui est la laminarine et qui va activer le système de défense des plantes. D'accord. Donc, les plantes se sentant attaquées, elles vont produire leur propre vaccin. Et quand un champignon ou une bactérie pathogène arrive, elle se défend. Elle développe des défenses immunitaires. Vous travaillez aussi, vous, avec les agriculteurs, non? Alors, nous, travaillons beaucoup avec les agriculteurs. Nous avons créé notre marque qui est ici. Je ne citerai pas, mais enfin, vous voyez. Que pour les agriculteurs, pas pour les particuliers. Non, alors, cette marque-là, si vous voulez, ce que vous voyez ici, les deux produits que je vous ai amenés, c'est destiné à des particuliers. D'accord. Que nous allons distribuer sur une plateforme, la plateforme. Donc ce sont des engrais à base d'algues, là aussi, qu'on peut utiliser à la maison. Exclusivement le produit de la mer à base d'algues. D'accord. Est-ce qu'on trouve des algues dans les rivières? Oui, on trouve des algues dans les rivières, notamment l'aonori, un petit filament qui va ressembler à cette algue verte. Elle va remonter le courant, elle va remonter les rivières. Et elle va arriver à subsister malgré le fait qu'il y ait une faible salinité. D'accord. Elle y arrive. Mais plus on va remonter, plus on va abaisser le taux de sel dans les rivières et moins il y aura de présence de macroalgues, d'algues qu'on peut voir à l'œil nu. Et pour revenir sur la manière de les cuisiner, est-ce que vous les dessalez, les algues, vous les trempez dans l'eau avant de les utiliser? Quand on achète des algues fraîches, c'est-à-dire dans des petites barquettes, elles sont conservées au sel, on est obligé de les dessaler. Elles sont immangeables. Donc le sel sert de conservateur, donc on va les dessaler, on va les rincer au moins 2 fois. Si on a affaire à du haricot de mer, il va falloir le rincer plus souvent et plus longtemps que les autres parce qu'elle va absorber beaucoup plus le sel que la laitue de mer qui a plutôt une paroi robuste. On a au moins 2 eaux de rinçage et ensuite on goûte si c'est assez... Ça se sent tout de suite. Et on dose. Voilà. Et après, ça se conserve longtemps? Alors, ça se conserve longtemps, effectivement. Les algues fraîches, la durée de conservation est marquée sur le paquet, donc ça va être de l'ordre de 2 à 3 mois. Sur les algues en paillettes, les algues sèches qu'on a vues tout à l'heure, là, il y a une DLC beaucoup plus longue, il y a une durée de conservation beaucoup plus longue, à l'abri de la lumière, de la chaleur, de l'humidité, plusieurs mois sans problème. Et celles-là, on les garde au frigo.
Très bien. Bah voilà, vous avez quelques bases maintenant si vous souhaitez utiliser les algues, que ce soit en cuisine ou au jardin. On vous rappelle quelques petits conseils avant de refermer ce dossier. Les algues sont utilisées, on le disait, dans de nombreux domaines, que ce soit la cosmétique, l'industrie, l'alimentation, la médecine ou encore l'agriculture. Et alors, si vous achetez des algues sur un marché, par exemple, vérifiez bien leur provenance, car certaines algues dites bretonnes proviennent en fait de pays asiatiques. Avant de récolter des algues sur la plage, renseignez-vous évidemment sur la qualité sanitaire de l'eau auprès de la mairie notamment, et puis aussi sur la saison et sur la période si vous avez le droit justement de ramasser les algues. Et puis les algues fraîches, on l'a vu, se conservent au frigo pendant plusieurs mois. Pour les algues sèches, elles se conservent à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité et hors du réfrigérateur plusieurs mois également. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci.